Slušajte internet radio Snaga naroda. Radio koji smo najduže čekali. snagaнарода.rs. Bonjour, Radio Snaga Naroda, Radio Lutte du Peuple, Force du Peuple à Belgrade, ici Belgrade. Eh bien, c'est la deuxième émission et on va essayer de la faire correctement. Je signale pour ceux qui voudraient ensuite poser des questions dans un moment que cette fois-ci ça devrait marcher. Je rappelle l'adresse de Skype, Snaga Naroda, alors SNAGA.NARODA via Skype. Pour l'instant, c'est la seule façon de nous joindre et de poser des questions. L'émission s'appelle Paris, Belgrade, Moscou et j'ai la responsabilité de m'en occuper. Yves Bataille. Donc nous allons cette semaine continuer à évoquer l'affaire ukrainienne parce que c'est l'affaire centrale du moment. On a vu, pour ceux qui ont suivi un peu les événements, on a vu les attaques lancées par la clique de Kiev contre un certain nombre de localités dans le Donbass, à Slaviansk, à Mariupol, où il y a eu des victimes et des dommages matériels. Et on a vu aussi la contre-attaque courageuse de la résistance. La résistance que la presse française occidentale appelle pro-russe. Pourquoi pro-russe ? La résistance russe, la résistance eurasiste, et même, je dirais, la résistance européenne authentique. Il y a eu, dimanche dernier, un événement important, à savoir le référendum dans le Donbass. Alors, le référendum s'est déroulé dans les deux oblasts de l'Est, de la région Est de l'ex-Ukraine, l'oblast de Donetsk et l'oblast de Lugansk. On en a connu rapidement les résultats, évidemment, vu la situation et le contexte. Un oui massif à la question qui était posée, souhaitez-vous l'indépendance, que certains appellent l'autonomie, mais enfin, en fait c'est la même chose, de la République de Donetsk. On appelle la République de Donetsk l'entité formée par les deux oblasts. Et donc la réponse a été massive. Les gens ont voté à 75%, ont participé donc au scrutin à 75%. Le oui avoisine les 90%. Le non, le restant, 10% environ. Ça a concerné une population d'environ 7 millions d'habitants. Alors, comme les 7 millions d'habitants peuvent être ajoutés désormais aux 2,5 millions d'habitants de la Crimée, rattachés à la Russie, ça fait quand même un bon morceau de population de l'Ukraine, ou plutôt de l'ex-Ukraine. Quelqu'un a même eu cette phrase: l'Ukraine a perdu un quart de sa population et la moitié de sa capacité industrielle. En effet, le Donbass, c'est la roue de cette Ukraine en perdition, cette Ukraine du putsch américano-occidental de Kiev, cette Ukraine qui, pratiquement aujourd'hui, n'existe plus. Ceux qui sont bien embêtés, ce sont les Américains qui avaient poussé donc la clique putschiste de Kiev et qui avaient préparé des contrats qu'ils croyaient juteux. La compagnie Chevron avait déjà reluqué les hydrocarbures de la mer Noire. Et bien tout ça est tombé à l'eau. Alors, comme toujours,
la presse occidentale s'est manifestée par une attitude négative, enfin, un alignement sur l'atlantisme et sur les positions américano-occidentales. Alors en France, parce qu'en France, dans ce domaine, on est bien placé, Le Monde y est allé de ses diatribes, Le Monde, Le Figaro, enfin, tous les journaux. Et je veux lire quelques passages tirés du Monde, parce que ils valent le coup. Le Monde, sous la plume d'un certain Benoît Vitkine. L'empressement de Roman Liaguine, le chef de la commission électorale, entre guillemets, de la République populaire de Donetsk, a annoncé les résultats que l'on peut considérer comme définitifs sur la souveraineté étatique, alors tout ça est entre guillemets, de Donetsk, 89,7% de oui et 10,1% pour le non, avec une participation de 74,87%, n'est que la dernière d'une série d'irrégularités qui entachent un scrutin, semblant par ailleurs avoir suscité une adhésion réelle. Bon, la contradiction est contenue dans la phrase. L'individu reconnaît tout de même qu'il y a eu une adhésion. Le Monde a continué, le Monde qu'on peut appeler l'immonde. Début mars, dans la foulée de la chute du président Viktor Yanukovych, une partie de l'Est de l'Ukraine s'est soulevée contre une révolution, qui dit, perçue comme une menace et une revanche de l'Ouest de l'Ukraine et de l'Ouest tout court. Des bâtiments administratifs ont été occupés. On trouvait alors dans la maigre foule de contestataires un mélange disparate de jeunes désœuvrés, de personnes âgées, nostalgiques de l'URSS et de nationalistes exaltés. Voilà la description du Monde. Ce sont eux qui sont en passe de prendre le contrôle du Donbass. Bon. Le Monde parle de coup de force. Finalement, avoue que le peuple a suivi, a parlé de l'esprit de citadelle assiégée du Donbass, mais on peut quand même comprendre que des gens qui sont attaqués avec des blindés, avec des grades, avec des mercenaires, avec des bandes irrégulières, peuvent se sentir en difficulté. La contestation de la presse occidentale porte sur le bien fondé du mouvement du Donbass et sur aussi le déroulement du vote. Ils prétendent que le vote s'est déroulé dans des conditions d'irrégularité. Et, par exemple, le Nouvel Observateur a publié sous un titre anodin, c'était un titre factuel, la République de Donetsk réclame son rattachement à la Russie, la photo d'un cosaque muni d'un fouet. Alors, sous la photo, on pouvait lire un cosaque muni d'un fouet monte la garde près d'un bureau de vote le 11 mai 2014. C'est une photo fournie par l'agence Reuters, agence britannique, qu'on retrouve dans toutes les zones de conflit. Et c'est pour suggérer que le cosaque muni du fouet, c'est le cliché, était prêt à fouetter les gens qui ne voudraient pas voter dans le bon sens. C'est quelque chose comme ça. Bon. Oui, j'avais noté en lisant ce texte-là du Nouvel Obs, enfin en regardant aussi cette photo, un truc qui m'a fait rigoler. Dans un encadré, Taubira pour une Marseillaise muette. Ça m'a fait rigoler parce que qu'est-ce que ça serait qu'une Marseillaise muette?
Bon, c'est bien la France actuelle. Donc, Le Monde, France 24. France 24, le référendum va aggraver la situation. Il n'y a pas besoin du référendum pour aggraver la situation. Il y a besoin des déclarations des dirigeants occidentaux. Et L'Express. Alors, l'Express rapporte les paroles de Hollande. Le référendum n'a aucun sens. Le référendum n'a aucun sens. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. Le Figaro. Le Figaro, légèrement en retrait, a fait remarquer quelqu'un. Peut-être pour une raison précise, c'est que son courrier des lecteurs est de plus en plus critique sur l'orientation des articles et sur les titres qui sont imposés. Peut-être. On va parler un peu plus de ça. Donc le Figaro s'est quand même distingué sous la plume d'un certain Adrien Jolm. Reste que, si les séparatistes ont organisé un faux référendum, ils ont réussi à obtenir un vrai résultat. Bon, il faudrait savoir. Faux référendum, vrai résultat. Vrai référendum, faux résultat. C'est l'un ou l'autre. Et de toute façon, tout ça ne veut rien dire. On va tout de suite passer une chanson. Pesme. Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, zejtin likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Cvetovi kao od vina pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada kraj Drine sa cvetnih livada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ćeš puteve duge, vidjet ćeš krajeve druge, ponesi odavde jedan svet. Nek svi vide, nek zna ceo svet. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika
i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Bien. Alors, il n'y a pas que la presse, évidemment, qui s'est manifestée. Il y a aussi les principaux chefs de file du monde américano-occidental, et dans le même sens. En particulier le dénommé Bildt, Carl Bildt, le Suédois, qui a fait des déclarations, qui a dit avant même le scrutin que le scrutin aurait un résultat factice. Voilà. Bon, il y a la consoeur du secrétariat d'État américain Nuland, Jennifer Psaki, qui est gréco-polonaise, à Washington, et aussi qui a fait des déclarations fantaisistes. Van Rompuy, c'est Van Rompuy, il faut dire. Évidemment, Catherine Ashton, etc., etc. Bon, on l'a dit, Hollande. Et j'ai là, à côté de moi, dans le studio, un journaliste professionnel qui a un groupe de presse en Italie, qui a été correspondant de l'agence ANSA, l'AFP italienne, à Beyrouth, qui a été aussi correspondant à Téhéran et qui est un ami des Serbes, Ugo Gaudenzi. Et je voudrais demander à Ugo Gaudenzi si la presse italienne s'est comportée comme la presse française à propos de l'affaire ukrainienne. Ugo. Oui. Merci à toi pour pouvoir parler sur la presse italienne. Mais il n'y a pas de presse en Italie, il y a la désinformation occidentale, la fraction italienne de la désinformation occidentale en Italie. Nous avons maintenant tous les grands journaux, la presse, les médias, les télévisions italiennes qui ont la même façon de présenter les événements, pas seulement d'Ukraine, mais de Syrie, de Libye, de la Serbie, aussi pour la situation du Kosovo-Metochia, de la même façon que les autres médias atlantiques. C'est une presse homologuée, totalitarienne, une presse qui suit ce que Washington et Londres veulent. Et ça, c'est la presse. En Italie, nous avons vu que seulement par Internet, quelques médias online ont pris position pro-russe pour l'Europe, pour la grande Europe avec la Russie, et pas des autres, pas tous les grands médias, la grand réseau de la presse a été homologué dans l'atlantisme. Oui. La presse en Italie fonctionne comme en France. Comme en France. C'est une presse alignée, une presse qui fait le perroquet de Washington, qui répercute les vues et les positions de Washington. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la population du Donbass a manifesté sa volonté en votant massivement pour se séparer
de la clique putschiste de Kiev et pour se rapprocher de la Russie, de Vladimir Poutine. Évidemment, l'Occident américano-centré n'est pas content et même furieux. Il présente cette affaire comme une nouvelle manœuvre de Vladimir Poutine pour morceler, découper et annexer de nouveaux territoires. Et déclare que ce référendum est illégal. Ce sont ceux qui ont soutenu le putsch illégal de Kiev qui déclarent que ce référendum est illégal. Et ont déjà annoncé des sanctions et en annoncent de nouvelles. On ne voit pas trop ce que ces sanctions pourront donner parce qu'ils peuvent empêcher le voyage de quelques figures, de quelques personnalités de la Russie ou même de l'ex-Ukraine, mais ça ne changera rien. Et il y a des points de vue un petit peu divergents entre les États-Unis Canada, parce que le Canada anglais de Harper colle aux États-Unis de manière obscène. Le Canada anglais peut-être voit avec effroi l'affaire du Donbass en pensant au Québec libre et à l'Acadie des Acadiens au Nouveau-Brunswick. Et du côté allemand, on a des voix dissonantes ou discordantes. Les Allemands ont de gros intérêts en Russie. Il y a 10 000 sociétés importantes qui travaillent avec la Russie, sociétés allemandes. Donc les sanctions pourraient se retourner contre l'Allemagne. La France elle-même, qui n'est pas dirigée, qui est entre les mains d'une bande de rien du tout, d'une bande d'idiots, du genre de Hollande. La France a des intérêts aussi avec la Russie. Alors, jusqu'à présent, il n'est pas question de revenir sur le contrat des navires, des vaisseaux de guerre Mistral. Mais certains le voudraient. Il semble que Jean-Pierre Chevènement, qui est monsieur bons offices entre la Russie et la France, qui s'occupe des affaires, des relations scientifiques et techniques entre la France et la Russie, et réussit jusqu'à présent à maintenir le cap. Et puis la Russie lance des fusées en Guyane. Certains voudraient arrêter tout cela. C'est difficilement possible, et de toute façon, ça serait catastrophique. Et puis ça ne profiterait qu'aux Américains, qui souhaitent une rupture totale entre la Russie et ces colonies de l'Europe de l'Ouest. Car nous sommes, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, des colonies de l'oncle Sam. Je parle ici à partir de Belgrade, qui est politiquement une colonie de l'oncle Sam, mais qui est la capitale d'un pays qui a résisté dans un passé récent et qui est toujours debout. Le pays des Serbes. Je vous rappelle que nous sommes en ce moment, que vous écoutez Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple, qui est une radio diffusée par Internet à partir de Belgrade. Et que l'émission que vous écoutez est une émission de géopolitique hebdomadaire que j'ai décidé de faire depuis quelques jours, une fois par semaine. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via Skype. Après la chanson. Sport
Je vous rappelle que nous sommes à Radio Snaga Naroda, la radio qui a été créée à Belgrade par l'organisation Dveri. L'organisation Dveri est un mouvement politique serbe qui lutte pour la libération nationale et sociale du pays, de la Serbie, et qui lutte aussi pour l'union eurasiste avec la Russie. Le projet de Dveri s'inscrit dans le grand projet d'émancipation nationale et sociale du continent européen tout entier, qui embrassera tout l'espace compris entre Vladivostok et Belgrade, mais aussi entre Vladivostok et Dublin, et même Montréal, la presque Amérique, comme disait quelqu'un. J'en viens, alors, je ne vois pas de questions, enfin je vois des questions anciennes qui ont été passées la semaine dernière. Éric Deltaca, n'est-ce pas le principe du droit à l'autodétermination des peuples qui s'est exprimé dans le Donbass? Ah oui, alors c'est une question qui doit être récente. Alors Éric Deltaca, quand bien de France, une question de France, quand bien même les Occidentaux ne le reconnaissent pas, ce qui est normal compte tenu de leurs objectifs, pourquoi les autres pays ne bougent-ils pas? Brésil, Inde. On peut répondre à ça. Il y a des pays qui bougent. Le Venezuela a décidé de ne pas reconnaître la junte putschiste de Kiev. Et Brésil, Inde, on va voir. Ce sont des pays du BRICS qui sont favorables à la Russie, bien entendu. Alors, Éric Deltaca, autrement dit, les Occidentaux présentent la situation comme une affaire opposant uniquement les USA et l'Union européenne à la Russie. Qu'en est-il des autres membres de l'ONU? Oui, il y a beaucoup de pays à l'ONU, un peu moins de 200. On peut dire que la plupart de ces pays n'existent pas. Alors les Occidentaux, ils parlent pour les Occidentaux, ils parlent aux Occidentaux, ils parlent au nom du monde aussi, ils se prétendent la communauté internationale. Communauté internationale, il faut mettre des guillemets parce que c'est une communauté internationale autoproclamée. Et eux qui parlent toujours des républiques autoproclamées, n'est-ce pas, de Transnistrie, du Haut-Karabakh, et maintenant du Donbass. Alors j'en viens à répondre indirectement à une question que m'avait posée une Québécoise, Danielle au Québec, qui m'avait demandé s'il y avait des observateurs pour le référendum du Donbass. Alors, des observateurs, il y en a eu sans doute quelques-uns, mais l'OSCE, ne reconnaissant pas le scrutin, ne pouvait pas envoyer d'observateurs. Ils avaient essayé quelques jours avant d'envoyer du monde. Parmi ces gens, il y avait des espions.
Mais comme pour la Transnistrie ou le Haut-Karabakh, l'OSCE n'envoie pas d'observateurs. Je peux répondre à cette question parce que j'ai été personnellement observateur en Transnistrie il y a quelques années pour un référendum justement d'indépendance et de rattachement à la Russie. Les gens du Prednestrovie, de la Transnistrie, cette bande de territoire qui se situe entre la Moldavie et l'Ukraine, voulaient devenir un Kaliningrad bis, comme ils disaient. Et il y a toujours d'ailleurs sur ce territoire un contingent militaire russe qui les protège. Et il est question d'ailleurs que ce territoire rejoigne la Russie, en tout cas la majorité de sa population, qui est de 600 000 habitants environ, veut rejoindre la Russie. Donc il n'y a pas que la Crimée et le Donbass, il y a aussi le Pridnestrovie qui est revendiqué par les nationalistes ukrainiens, si ça existe. On verra donc aussi dans quelques jours ce qui va se passer à Kharkov, parce qu'il y a une république de Kharkov qui a été proclamée. Ce qui se passera à Odessa, et ce qui se passera aussi dans d'autres endroits comme Zaporogie et Dnipropetrovsk. Vous pouvez m'envoyer des questions par Skype si vous le désirez. Je souhaiterais vous ajouter dans mes contacts. Oui, mais ça, c'est pas une question. Alors. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur le plan international, dans ce que Philippe Grasset appelle le bloc BAO, bloc américano-occidental? On voit des positions presque ésotériques par rapport à cette affaire d'Ukraine, en dehors des positions de mauvaise foi. On voit que les États-Unis ont l'air de ne pas du tout se rendre compte de la réalité, qu'ils replaquent leur pack de coups d'État valable dans le monde entier, quelle que soit la situation, et finalement qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne de moins en moins. On n'est plus au temps des révolutions de couleur où les gens se laissaient avoir. Le camp d'en face a pris des contre-mesures. Le camp d'en face sait quel est le mode opératoire de ces révolutions de couleur. Et le coup de Kiev, après Euromaïdan d'ailleurs, est plus qu'une révolution de couleur. C'est un coup d'État. Ça marche de moins en moins. Ça a échoué en Égypte. Ça avait échoué en Arménie. Ça a échoué au Liban. Ça a échoué jusqu'à présent au Venezuela. Et il y a même eu une tentative en Iran. Donc les Américains ont en face d'eux une Russie qui s'affirme, une Russie qui devient de plus en plus forte et qui suscite de plus en plus de sympathie dans le monde entier, on peut le dire, chez ceux qui refusent d'être sous la coupe des États-Unis et de l'OTAN. Donc cette affaire ukrainienne est révélatrice d'une situation, et d'une situation nouvelle. En quoi l'affaire ukrainienne nous concerne-t-elle en France ? Eh bien, en France, nous avons une situation bloquée. Nous avons une équipe gouvernementale qui se manifeste qui se caractérise d'impopularité grandissante, par des mesures sociétales qui déplaisent de plus en plus, dans un cadre de crise socio-économique évidente,
en s'alignant sur le monde atlantique ou atlantiste, sur les Anglo-Américains, de manière servile, dans tous les domaines de la politique étrangère. La France n'a plus de politique indépendante, la France est alignée, et la France a perdu ce qui faisait d'elle une puissance originale, et ce qui faisait d'elle un pays différent, ce qu'on a appelé l'exception française, mais là c'était dans le domaine culturel. On peut penser que des forces nouvelles vont apparaître et qu'elles vont s'affirmer. On peut penser aussi que le renouveau national français ne se fera pas du jour au lendemain et qui ne se fera pas sans lutte. C'est la raison pour laquelle les groupes qui se sont formés et qui se forment actuellement axés sur la géopolitique sont des groupes d'avenir et sont destinés à prendre de l'importance. On va voir quelle va être l'évolution des différentes tendances, de droite et de gauche d'ailleurs, qui refusent l'alignement du pouvoir actuel et qui refusent l'alignement atlantiste. Je ne vois pas de questions.
Bon, j'ai avec moi Damien, un Français, qui est de passage à Belgrade, qui est un jeune patriote français, Tout à n'est-ce fait. pas? Et Damien, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance en France et de non seulement des réactions par rapport à cette affaire ukrainienne qui sont pratiquement les mêmes que celles du temps de l'affaire yougoslave, de l'affaire libyenne, de l'affaire syrienne, etc., mais encore des perspectives. Qu'est-ce que tu penses de C'est ça? vrai que ça rappelle un petit peu. Bon, moi à l'époque j'étais jeune, mais le Nouvel Obs et les médias effectivement sont tous alignés. À ceci près qu'aujourd'hui Internet est plus présent qu'auparavant. Et c'est vrai que ça m'a frappé, même le Figaro. Alors il y a le courrier des lecteurs où ils se font un peu taper sur les doigts. Le courrier des lecteurs du Figaro était intéressant. Voilà, c'est assez intéressant. Ça vaut le coup de lire le Figaro rien que pour le courrier des lecteurs. C'est assez intéressant et effectivement ils se font un peu taper sur les doigts. Donc les journalistes sont un peu le cul entre des chaises. Je sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais oui. voilà. Donc le Nouvel Observateur. C'est signé effectivement, Le Monde, enfin ça n'a pas changé, c'est vrai que ça rappelle... On ne voit pas de différence entre la droite et la gauche, la dite droite et la dite gauche. Non, il y a un tout petit peu plus de subtilité peut-être, à peine au niveau Figaro. du Figaro, Ouais. voilà, mais c'est vrai que j'étais surpris que ce soit... je m'attendais à ce qu'il y ait plus de subtilité justement sur le sujet. Et... Bon, dans le domaine, le journaleux pisse sa copie et fait là où on lui dit de faire. Oui. C'est ça qui m'a frappé, c'est qu'il y a vraiment une unanimité. Oui. Voilà. Alors à ceci près qu'aujourd'hui, effectivement, il y a Internet et il y a quand même quelques médias, dont certains qui ont pas mal d'audience, et que les gens quand même se renseignent et ont un point de vue peut-être plus partagé. Voilà. Oui, je vois salutations, donc c'est pas une question, de Pierre Lotti, dans la région de Nice, région niçoise. Il nous salue, donc on le salue. Nous aussi, oui. Et des questions. Ouais. Quelqu'un en Suisse, mais bonjour. Bon, bonjour. Quelle est votre question? Je vous salue. Bon, alors nous aussi, moi aussi, je te salue. Et Kosovi. Quelle est votre question, si vous m'entendez? Non. Allô? Dobar dan. Oui, Doberdan? Alors, je suis un francophone. De Suisse. De Suisse. Voilà. C'est bien? Je m'appelle, donc, je suis Boyan et je tiens à vous saluer, vous-même et votre invité, Damien. Merci. Oui, bonjour, de Berlin. Et j'aimerais vraiment vous féliciter parce que je sais que vous faites ce travail, c'est plutôt un travail de volontariat, mais que vous faites ça par conviction. Oui, bien sûr. Oui, merci de vos paroles. Et vous êtes à Genève? Non, à Zurich. À Zurich, oui. C'est spécial, mais moi je suis serbe expatrié, j'ai fait mes études en France et puis on s'est rencontrés, vous vous rappelez peut-être de moi. Ah, je me souviens de vous, oui. Voilà. On s'est rencontrés dans le cadre d'une réunion de Véry, c'est ça? Oui, c'était juste avant pendant les élections, ces dernières élections. Et vous deviez former un comité pour le Kosovo, c'est ça? Non, on a formé une association des Serbes patriotes ici en Suisse. Oui. On est en train d'étendre un peu l'information pour essayer d'acquérir de nouveaux intéressés et puis surtout de supporter les mouvements patriotiques. Ben c'est bien. Voilà. Et continuons. Continuons, voilà, on doit travailler ensemble. D'accord. Bon, à bientôt. À bientôt et je souhaite à tous les francophones qu'ils écoutent de plus en plus cette radio. Eh bien, on espère. Voilà, bonne continuation. Salut. Au revoir. Au revoir. Alors, Il y avait peut-être une question, non? Boyan. Il y a une question? Non, enfin, moi je lui aurais volontiers posé une question, comment ça se passe en Suisse, mais bon, je pense que ça doit être dans le même ordre des choses. Ouais. Et
Je regarde. Bon, non, les questions, je ne vois pas. Enfin, mais quelqu'un là ici, en effet. Oui. Vous m'entendez? Parce que je sais que Ça y est. vous Oui. Quelle est votre question? êtes ça par conviction. Oui, bien sûr. Oui, merci de vos paroles. Et vous êtes à Genève? Non, à Zurich. Ah, c'est marrant, on repasse le truc. Bon, alors là, quelque chose qui marche pas. Et pourtant, j'ai pris une autre question. Bon, enfin, tout ça, c'est pas très au point pour le moment. Bref. C'est la deuxième émission, donc le rapport à la technique, en plus dans une autre langue que la mienne, c'est un peu difficile. Même si je connais un petit peu la langue. Quelle heure est-il? Il est 7h maintenant. Hein. 7h. Bon, la prochaine fois, il faudra poser des questions, s'arranger pour poser des questions et que la technique fonctionne. Voilà, bon, aujourd'hui, c'était un peu rapide. Josh, pèse-me. Encore une... ouais. Vous êtes sur Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple,
qui émet depuis Belgrade, audible via Internet, à l'émission Paris-Belgrade-Moscou, qui est conduite par moi-même, à savoir Yves Bataille. Je voudrais poser une question, faire une remarque et en même temps poser une question à Damien, qui est de passage, qui est un Français, un jeune Français de passage à Belgrade. Damien, je constate qu'il y a de plus en plus de Français, de jeunes Français, étudiants et travailleurs, qui décident de venir à Belgrade, et qui sont intéressés par, d'abord qui veulent connaître la vie serbe, l'histoire de la région, et donc de jeunes patriotes français, pour ne pas dire nationalistes, de jeunes nationaux révolutionnaires français qui viennent à Belgrade et qui vont aussi à Moscou. Mais et ça explique aussi Paris, Belgrade, Moscou. D'où vient cet intérêt pour j'ai ma petite réponse, mais d'où vient cet intérêt pour Belgrade et la Serbie de France? Oui, alors donc une réponse spontanée, parce que je connaissais pas le sujet, effectivement. C'est vrai que bon, il y a des liens depuis longtemps entre la Serbie et la France. Et c'est vrai que on a envie de découvrir comment ça se passe ici aussi, de comprendre. Et donc, Moscou, j'y suis pas encore allé d'ailleurs, mais il y a une curiosité, un intérêt, l'envie de comprendre. Et puis, il y a un décalage peut-être entre justement la jeunesse et les personnes qui suivent les médias mainstream. Enfin, je ne saurais pas comment dire ça en français. Oui, les médias du système, voilà. Oui, alignés. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que justement la jeunesse, paradoxalement, a peut-être plus de, je ne vais pas dire plus de recul, mais en tout cas, on a accès à plus de sources d'informations, bien que maintenant ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle génération avec un autre état d'esprit, fatiguée des mensonges et des tartes à la crème entendues, ressassées, surtout depuis la guerre yougoslave ces dernières années, et qui prendrait un peu le contre-pied de la génération précédente? Oui, c'est ça. Alors, ce qui est paradoxal aussi, c'est que nous, on était très jeunes quand il y a eu ce conflit. Mais il y a effectivement, on est un peu au bout là, et les jeunes et puis même plus âgés, mais il y a vraiment une nouvelle génération, oui, qui ne croit plus vraiment, ne croit plus du tout à toute cette tout ce cirque. Ne croit plus au discours politicien de la particratie. Tout à fait. Et ne croit plus au laïus de la presse mainstream, comme tu dis. Oui, c'est l'appellation de la presse industrielle, moi je dirais, de la grande presse qui est en déclin. Qui est en déclin. D'ailleurs, on voit que les maisons de la presse ferment en France. On voit d'ailleurs que c'est sponsorisé. Et puis que les journaux ont changé de format. C'est des journaux pour lire dans le métro, enfin pour regarder dans le métro. Et des journaux qui ont de moins en moins de contenu, avec de plus en plus d'images, de couleurs, et qui sont un peu des prospectus. Des prospectus pour le supermarché, pour le supermarché politicien. Et donc, si je comprends bien, on vient chercher à Belgrade un air nouveau. Oui, c'est vrai. Pour le coup, Belgrade n'est pas encore... les gens y vont pas tant que ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, Belgrade, c'est vraiment la Serbie. C'est vrai il faut que vraiment le vouloir. C'est pas une destination touristique de masse. Voilà, c'est pas même Budapest. Et c'est très bien. Et c'est très bien, oui, il faudrait que ça le reste. Oui. Sans doute qu'avec justement le cyrillique et la langue, ça reste, c'est ça aussi. Et il n'y a pas de touristification. Tout à fait. Comme sur la côte d'Azur ou sur la côte corse. Je salue au passage nos amis corses qui sont fiers, debout, et qui sont courageux et actifs, et qui sont un élément de grande qualité. Et donc, je connais un peu la Corse d'ailleurs. Moi je la connais d'avion, parce que au retour d'un témoignage à La Haye, pour Radovan Karadzic, il y avait une grève en France, comme souvent une grève générale, une grève des aiguilleurs, et j'ai réussi à avoir un avion au bout de 3 jours
qui est passé par l'Allemagne, l'Italie et qui a longé la côte est de la Corse. Bon, j'ai vu la Corse, qui a tourné vers la Sardaigne et qui est parti vers Barcelone. Et donc il y a un flux, il y a une venue de Français nationaux, révolutionnaires, qui refusent la gauche américaine et qui refusent la droite atlantiste, et qui viennent ici en Serbie voir comment ça a marché et comment ça marche, et qui viennent ici aussi comme en quelque sorte un avant-poste de l'Eurasie, et un concept qui commence à se développer en France. Dugin, quand même, commence Alexandre à être connu, Dugin, qui est de plus en plus connu et qui est non seulement en France, mais dans le monde, on peut dire aujourd'hui, même en Amérique latine et ailleurs, et une jeunesse qui cherche non pas une troisième voie, mais qui cherche une autre voie, un autre chemin, qui cherche d'abord la vérité, et qui cherche la justice, et qui cherche aussi l'indépendance nationale et l'indépendance du continent. Voilà, l'indépendance vis-à-vis des puissances anglo-saxonnes, du capitalisme financier et de l'OTAN. Donc c'est un mouvement qui va se poursuivre, hein. J'ai quelques informations, il y a du monde qui doit venir, et je les salue s'ils nous entendent, s'ils nous écoutent. C'était l'émission que j'anime une fois par semaine, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Paris, Belgrade, Moscou, l'émission de géopolitique d'abord, des groupes géopolitiques, des réseaux géopolitiques d'avant-garde, et de l'unité continentale, de la France libre, de la Serbie libre et de l'Europe réelle. Je salue tous les éditeurs et leur dis à bientôt. Выйду ночью в поле с конем.